Eh bien, nous prévoyons que cette conversation soit dynamique. Alors, nous, pour parler de ce sujet de l'IA, pas de manière ésotérique, mais vraiment de manière pratique, nous avons Laurie Block, qui est clinicienne. Vous avez leur notice biographique. Je peux dire que c'est une personne qui est vraiment très spéciale pour un panel, même si elle n'apprécie pas qu'on le dise, parce qu'elle est clinicienne de formation et sa pratique, quand on parle d'IA et quand on parle de questions d'équité, pour ce qui est de la pratique pour les groupes recherche d'équité, je crois que c'est important. Et puis, elle est également intervenante défenseuse pour les cliniciens. Donc, nous entendrons ces perspectives. Et puis, nous avons Carol, qui est associée directrice chez INQ Law. Et elle aussi est spectaculaire parce qu'elle est juriste de formation, mais elle est aussi intéressée par cette discussion parce qu'elle connaît les soins de santé et elle est à la table de leadership de la réglementation sur l'IA au Canada et à l'international. Malheureusement, le docteur Alex n'a pas son micro. Il est inaudible. Alors, je participe à la technologie comme l'IA et je suis PDG de Hellwell AI, qui est une société qui est ici pour révolutionner les soins de santé avec l'intelligence artificielle. Alors, nous allons avoir la possibilité de vous inviter tous de l'auditoire à participer à cette conversation parce que quand on a commencé à parler de ce panel, on a vu qu'on allait avoir une conversation très dynamique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller? Quels sont les défis et les occasions qu'on peut avoir? Est-ce que vous pouvez nous en parler du point de vue de la pratique clinique et où est-ce que vous voyez que l'IA pourrait être utile et comment on pourrait l'appliquer? Bonjour. Alors, je travaille ici à Vancouver et j'ai eu une excellente occasion d'être clinicienne, de travailler avec des cliniciens. Et je dirais que nous, on le voyons dans des endroits précis, par exemple l'imagerie. On peut envoyer des images beaucoup plus efficacement avec le soutien de l'IA. Je pense que Fraser Health peut aussi prédire à présent les cystites, les infections urinaires, et on voit aussi dans l'autorité de la santé des travaux avec les universités. J'ai beaucoup de chance de travailler avec l'Université de la Colombie-Britannique. Et donc, nous apprenons les uns des autres. Nous apprenons à décortiquer comment les déterminants sociaux de la santé sont un facteur de prévisibilité des résultats de santé. Nous avons des centaines de milliers de données et l'apprentissage machine nous aide dans ce sens. Alors, j'entends beaucoup parler de développement dans l'industrie, mais la réalité, c'est que je travaille avec les soins de santé à domicile. Nous écrivons toujours des notes que nous versons par la suite dans le dossier de santé électronique. Nous avons des téléphones intelligents qui nous sont donnés par nos partenaires des autorités sanitaires. Alors, on a encore beaucoup de choses à évaluer. Pouvez-vous nous parler du point de vue de l'industrie, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Merci, Jamie, pour l'introduction. Et Laurie?
Vous en faites beaucoup. Bonne chance. Et Carole, je dois vous donner du crédit parce que vous travaillez vraiment au carrefour de la réglementation. Et du point de vue de l'industrie, bon, c'est facile de dire, bon, comme entrepreneur, la réglementation ne va pas assez vite ou le Canada accuse un retard par rapport à d'autres instances. Mais le Canada a un mélange de qualité. Ça a commencé il y a à peu près une décennie. Je ne sais pas si c'est vraiment la pandémie qui a impulsé le changement dans le schéma de pensée des prestataires, des cliniciens pour qu'ils adoptent la technologie plus rapidement, ou si c'est le gouvernement au début des années 2000, avec certains des changements, qui a permis à cette cadence d'innovation de s'accélérer. Là où j'essaie d'en venir, c'est que je pense qu'il y a un environnement au Canada qui est propice à l'innovation, des groupes de personnes innovantes qui travaillent avec des personnes comme Carole avant les changements réglementaires. Vous savez, ça n'est pas facile. On essaie d'être pionnier, on essaie d'améliorer la situation pour les soins de santé, mais on voit depuis 3, 4 ans, et Carole, vous connaissez très, très bien le paysage, mais on, on voit des technologies qui en étaient tout à fait à leur balbutiement. Moi, je suis en imagerie diagnostique. Ça a été un des premiers endroits du domaine de la santé qui a appliqué des diagnostics informatiques à des grands ensembles de données. Alors, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les technologies deviennent plus mûres, c'est-à-dire que maintenant, on a des données probantes publiées qui sous-tendent et valident ces technologies. Et on arrive à un stade où les cliniciens, pas seulement les technotronches qui ont envie de mettre ces technologies à l'épreuve, mais comment dire, il y a maintenant même une vague de cliniciens qui sont intéressés à déployer cette technologie. La radiologie, par exemple, la société dont je suis responsable pour le moment s'intéresse beaucoup à la prévention, mais il n'y a pas longtemps, c'était les discours-programmes lors des grandes conférences de radiologie qui montraient comment ces technologies euh, ne sont pas seulement plus sûres et arrivent mieux à détecter, par exemple, des diagnostics très précis, mais de 100 fois parfois plus efficaces qu'un humain, qu'un radiologue formé. Alors, je le vois se produire dans toutes sortes de domaines de spécialité. Moi, je pense que c'est vraiment emballant. C'est une période vraiment emballante. Alors voilà pour mes observations que je vous livre un peu en vrac. La réglementation, Carole, est-ce que du point de vue réglementaire, on a progressé? Bon, écoutez, lorsqu'il est question de la réglementation de la technologie elle-même, là où nous en sommes pour le moment, et je suis tout à fait d'accord que la pandémie a vraiment impulsé une bonne partie des conversations sur la technologie dans le domaine de la santé. Alors, si vous regardez les statistiques pour les soins virtuels avant la COVID, c'était, je pense, un taux d'adoption de 15 et en mars 2020, c'est passé à 86 ou enfin quelque chose de radical. Alors, on a vu une accélération considérable de l'adoption des technologies, ce qui est une bonne nouvelle dans l'espace de la santé. Il y a beaucoup de raisons de se servir d'une technologie évoluée, mais inutile de vous dire qu'on veut se servir de cette technologie de manière responsable, de ne pas occasionner de préjudice. Le problème, c'est quand on a cette dichotomie, soit on innove ou on prévient les risques. Et je ne pense pas que ça peut être aussi simple que cela. Il faut être plus à l'aise avec ces zones grises où on accepte le fait qu'on va se servir d'une technologie plus évoluée et que, ce faisant, il faut définir les risques. Si vous voulez, c'est-à-dire construire l'avion tandis qu'on est dedans. Et, et c'est là où j'évolue depuis des années. Je suis avocate de formation.
J'ai beaucoup travaillé dans la défense des fautes médicales et puis je me suis retrouvée dans cette situation où je dois comprendre les répercussions d'une technologie et comment est-ce que j'argumenterais dans un sens ou dans l'autre, comment est-ce que je plaiderais mon cas si j'étais devant un tribunal. Alors, nous avons des pratiques exemplaires, des politiques, des lois qui nous disent ce qui est une bonne idée ou une mauvaise idée. Quelles sont nos pratiques les plus risquées? Nous sommes dans la phase pré-réglementaire et nous examinons l'intelligence artificielle. Vous avez un système informatique qui traite énormément de données et produit des prédictions, des mesures qu'on ne comprend pas forcément. Et ça, c'est très persuasif ou ça peut avoir un impact colossal. Et c'est dans cet espace qu'on vit pour le moment. C'est-à-dire que la technologie accélère l'innovation. Et du côté du droit, on se demande quels seront les préjudices et quels doivent être les garde-fous. Qu'est-ce qui peut nous prémunir contre ces préjudices? C'est intéressant parce que vous commencez à parler de faire confiance à la technologie. Je pense qu'il y a un sentiment d'urgence par rapport à la question réglementaire. C'est sûrement qu'on craint de perdre la confiance du public. Je pense aux outils d'analyse du rendement, surtout du côté de l'IA, où on constate, et Simon ne sera pas content parce que je ne vais pas me servir du bon langage technique, mais on a des points de vue très mitigés. Quand on demande aux Canadiens s'ils veulent des soins numériques, pour eux, oui, ils disent oui, oui, absolument. Quand on commence à rajouter les dimensions techniques, il y a une certaine incertitude qui ressort des données. Est-ce que c'est ce que vous constatez? La semaine dernière, on a vu ce décret aux États-Unis. Alors, est-ce que vous avez le même sentiment d'urgence du côté réglementaire? Et par ailleurs, comme groupe, on voudra peut-être évoquer l'impact de l'ambiguïté législative. Alors, permettez-moi de vous donner un exemple. Je vais vous raconter un petit récit. En 2018, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du droit et de l'IA, et en 2018, bon, ça n'était pas ce que c'est aujourd'hui, j'ai vu le docteur Jeff Hinton parler en conférence. Il est perçu comme le pionnier de l'IA actuelle, un des champions de l'intelligence artificielle actuelle. Et à l'époque, j'étais dans une conférence qui était toute petite par rapport à celle-ci. C'était à l'Université de Toronto. Je l'entendais dire, on lui a posé une question sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Donc, la capacité d'un système informatique d'arriver à un tel niveau d'intelligence qu'il puisse être similaire à un comportement humain. Il a dit pas de mon vivant. Et je me disais, bon, j'ai rien, il n'y a pas de quoi avoir des soucis et j'ai une carrière devant moi. Il y a 3 mois, ou peut-être moins, il a laissé son poste chez Google. Et quand on lui a posé la question pourquoi est-ce qu'il a quitté son poste chez Google, il voulait parler plus librement des risques de l'intelligence artificielle. Pas le genre d'intelligence artificielle dont on parle maintenant, mais plutôt de la recherche et du développement pur. Et quand on lui a posé la question pourquoi êtes-vous parti, il m'a dit je veux parler plus librement parce que je pensais que ça ne serait pas de mon vivant, mais j'ai clairement eu tort. Alors, quand on parle de l'ambiguïté, quand on parle de l'urgence de la situation, on est dans cette zone grise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conversations et c'est très difficile parfois de s'y retrouver. Alors, ce récit que je vous ai raconté, c'est une indication de la raison pour laquelle vous ressentez cette urgence réglementaire, mais ça ne doit pas vous empêcher d'adopter la technologie. Ça ne doit pas être l'obstacle. Plutôt, on doit chercher des possibilités d'identifier des irritants dans le système et trouver des solutions adaptées qui puissent éliminer ces irritants et pour améliorer l'expérience du patient. L'IA effrayante, la crainte de
de la responsabilité. Est-ce que c'est ce qui empêche l'adoption de votre point de vue? Ben, permettez-moi un peu d'embrayer sur ce que disait Carole. Don Watts est un collègue à moi. Il est responsable d'une filiale qui est possédée par ma société, qui a développé une technologie il y a un certain nombre d'années, qui a montré des compétences clés sur le plan du dépistage de risques selon des dossiers de santé électroniques pour diverses maladies chez une foule de patients. Et l'approche de Don pour la mise au point de cette technologie, pour son introduction, en fait, la technologie n'est pas menaçante. Si vous posez la question au médecin, est-ce que cette technologie va me remplacer? Non, c'est seulement un soutien à la décision clinique. C'est une approche qui se conjugue à d'autres approches. Je n'ai encore rien vu dans le domaine de la santé qui vous fasse craindre une question de responsabilité professionnelle, enfin que les principes soient tout à fait obscurs. Par exemple, en radiologie, la première technologie qui s'appuyait sur l'apprentissage machine et qui sont passées ensuite à l'intelligence artificielle était tout simplement la correction d'artefacts dans les images, la correction des erreurs dans les images. Carole, votre équipe, on a travaillé avec vous sur le site web d'Inforoute pour le rafraîchir. Et une chose que j'aime bien, c'est que vous faites en fait ce que vous décrivez. Faire un tri, créer une définition dans cette gamme très large de ce que l'IA, avec par exemple les interventions à bas risque et les autres à plus haut risque. Donc, si la responsabilité juridique n'est pas une barrière, est-ce que vous pouvez nous dire en fait de ce que vous voyez dans une perspective clinique? Quelle est la friction ou les problèmes potentiels pour la mise en œuvre de l'IA? Eh bien, je vais dire quelque chose qui est peut-être provocateur et qui est compliqué dans ma profession d'infirmière. On ne peut pas devenir les esclaves de l'IA, où on a des machines qui peuvent faire des prédictions de la sepsie, des chutes, de la durée des séjours à l'hôpital, etc. Si on veut créer des interventions associées à cela, il faut pouvoir informer le médecin. Il faut en tant qu'infirmière, on me demande toujours d'informer le médecin. Et maintenant, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va utiliser la technologie pour soutenir les soins et qu'on ne perd pas nos connaissances ou nos capacités à comprendre le contexte ce qui manque dans l'IA à l'heure actuelle. Et ce que j'apprécie dans la trousse à outils, c'est qu'on nous donne la possibilité d'avoir des conversations, de comprendre les nuances de notre profession. Parce que pour ces professions, on a tendance à pouvoir avoir des différentes portées, différentes pratiques, alors que les gens et l'IA ne sait pas nécessairement tout cela. Donc, il s'agit de voir comment l'IA peut soutenir notre pratique. Donc, il s'agit de voir comment l'IA peut nous aider dans nos décisions, comment ça va être utilisé dans nos pratiques. Eh bien, c'est intéressant parce que ce n'est pas le nouveau monde de la mise en œuvre ou de la diligence raisonnable. En fait, on revient à ce qu'on a dit au début de la journée, c'est que on pense à la gestion du changement et comment on a évolué
les cadres réglementaires, et donc l'IA est une extension. C'est pas un nouveau monde en tant que tel. Je crois que Laurie dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la manière dont ces technologies sont introduites dans nos flux de travail sans remettre en question ces flux de travail ou les endommager. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites, là, par exemple, pour la gestion des plaies, comment c'est utilisé. Alors, je vais faire une pause parce que j'ai déjà trop parlé. C'est une invitation pour l'auditoire de se joindre à la conversation. Je voudrais savoir si quelqu'un aimerait venir au micro. Je vais répondre à la question. Alors, quand on parle de la réglementation et des préoccupations, il faut aussi parler des occasions. Les possibilités sont sans limite, il semble. Quand on regarde le système de santé aujourd'hui et les principaux fournisseurs, ils intègrent tous l'IA dans leurs produits. Meditech, par exemple, récemment a une nouvelle gamme, une nouvelle offre d'IA. Alors, est-ce que vous pensez dans une perspective d'efficacité du médecin ou de l'équipe de santé ou résultat pour le patient ou tout cela? Est-ce qu'il y en a ou certains aspects plus prioritaires que d'autres? Eh bien, je vais faire un commentaire. Beaucoup de gens dans l'auditoire vont le comprendre. Dans différents secteurs, que ce soit les sciences de la vie, l'industrie pharmaceutique, les appareils médicaux, et puis également les systèmes de santé, les groupes d'hôpitaux. Tout le monde a des équipes d'innovation, le chef de l'innovation. Donc, il y a beaucoup d'investissements dans des équipes. Il y a beaucoup de groupes qui, en fait, font le même travail de manière cloisonnée dans leur propre domaine. Et il y a du travail qui est fait par InfoRoute Santé du Canada qui peut permettre d'éviter ces cloisonnements, mais je dirais que il y a encore beaucoup de cloisonnements, beaucoup de silos. Et je sais que mon équipe, j'ai des membres de mon équipe qui sont là et qui peuvent certainement confirmer cela parce qu'ils travaillent dans différents secteurs et avec différents établissements universitaires, par exemple. Mais il y a beaucoup d'inertie. Et donc, quel est le type de technologie qui peut avoir l'impact le plus important sur d'abord les résultats des patients et puis sur la charge de travail des médecins et troisièmement pour les économies de coûts dans les systèmes de soins de santé. Et il s'agit d'une technologie donc qui permet de diagnostiquer des maladies plus tôt. C'est là que nous pensons que ça peut être justement positif pour les trois choses. Parce qu'un diagnostic trop tardif a des coûts énormes sur le système de soins de santé et on sait que cela peut avoir un problème. Donc, on peut se centrer sur cela, pas seulement sur un diagnostic précoce, mais aussi dans un milieu communautaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déployer la technologie? Par exemple, un de nos réseaux partenaires est un réseau qui a une grande présence. Est-ce que l'on pourrait déployer la technologie dans la communauté, là où on pense que notre technologie peut améliorer énormément la vie des patients? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience dans le monde clinique? Moi, je réfléchissais un petit peu parce que vous avez parlé du fait qu'il y a des occasions et vous en avez bien parlé de ces occasions. Et les données comme produits dérivés des soins, en quelque sorte, c'est ça qui m'intéresse. Et si par exemple,
vous êtes une infirmière, vous vous occupez de quelqu'un qui a un ulcère veineux et, et on sait que c'est sur le long terme, il va falloir interagir avec le spécialiste pour pouvoir s'occuper de ce patient. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de soins d'infirmerie qui se font où on transfère des données par le biais d'une documentation papier. Et je sais qu'il y a la question des considérations de confidentialité, de préjugés, etc. Mais la possibilité de converser avec le patient sans que j'ai cette technologie dans la face, c'est ce que je veux continuer de faire. Donc, et c'est vrai que l'on peut automatiser la documentation. Vous savez, quand moi, je m'occupe de la plaie d'un patient, je porte des gants. Est-ce que je pourrais avoir un système qui me permet de prendre des photos, par exemple, avec des lunettes et ensuite comparer cette photo avec des photos de dates antérieures? Donc, je sais que ces technologies sont émergentes et ensuite, ça me donne des informations qui me permettent de savoir quoi faire un client qui est à risque de celle-ci, ou par exemple une cellulite ou d'autres problèmes. Ou si je dois appliquer par exemple un antimicrobien, il s'agit d'avoir les technologies qui soient appropriées au bon endroit et j'aimerais beaucoup qu'il y ait des innovateurs et des partenaires. Nous voulons être des partenaires. Les professions médecine, pharmacie, infirmerie, nous avons des équipes interdisciplinaires avec et il faut également des gens qui se chargent de tous les aspects juridiques, confidentialité, médicaux, de manière à ce qu'on ait la voix du patient. Ça, c'est quelque chose qui était frappant quand on a parlé, Laurie. Vous parlez d'une manière que je n'avais pas entendue avant, c'est-à-dire de mobiliser les cliniciens dans la transformation de leurs pratiques pour arriver à des choses plutôt que la transformation ne leur soit imposée, qu'il ne soit en fait qu'on ne leur impose la transformation. Oui. Oui, quand j'ai commencé en informatique, en général, on trouvait que c'était un mot négatif. Maintenant, il s'agit de voir comment on peut avoir des points d'innovation. On sait comment faire le travail sans la technologie. Maintenant, il s'agit de voir quelles sont les occasions pour faciliter le travail des cliniciens. Commencerons cela pour ces points-là pour lancer la conversation sur la technologie. Alors, le Canada est connu comme une plateforme d'innovation en IA. Nous avons beaucoup de chefs de file et maintenant on pense à l'IA dans les soins de santé. Est-ce qu'on peut être numéro un? Est-ce qu'on est suffisamment agile pour profiter? Quelle est votre expérience dans les tranchées? Carol? Moi, je suis optimiste. Je dirais oui, nous pouvons gagner. Je dirais que nos taux d'adoption sont très bas comparés à d'autres pays et nos processus sont en général très lourds. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gagner, mais la question de la gestion du changement, pour moi, ça a trait à la culture, aux gens. Comment est-ce qu'on va changer ça? C'est pas la technologie. La technologie, on pourra s'en occuper. On pourra trouver une manière d'utiliser les données, de les exploiter. Mais est-ce que l'on peut changer les états d'esprit pour qu'on ait le courage d'essayer quelque chose de nouveau? Quand on regarde les lois, l'IA, évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place, mais on ne sait pas très bien comment le faire. Donc, alors, je ne sais pas effectivement, il s'agit d'avoir cette motivation pour décider que c'est ce qu'on veut faire. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, j'ai une question. Je travaille dans la formation des infirmières et infirmiers et à l'heure actuelle, nous avons des difficultés pour savoir comment enseigner la question de l'IA dans la pratique et dans les techniques
de rédaction. Parce qu'on attend, si on compte trop sur l'IA, cela va à l'encontre des compétences techniques et cliniques. Donc, il faut trouver une manière d'éviter cela pour ce qui est de la formation. Bien sûr, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et il faut comprendre que l'IA peut être utile. Donc, vous êtes infirmière. Alors, et vous savez, c'est une patate chaude à l'heure actuelle. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on devrait le faire? Si on compte trop, si on dépend trop de l'IA, vous savez, il y a des choses où il faut être dans les tranchées. Et si on a tendance à trop compter sur l'IA, cela va avoir une incidence négative dans l'espace clinique. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres éducateurs et éducatrices dans la salle et je vous remercie de votre question et je ressens la même chose. Je sais qu'il y a des organisations comme l'Association canadienne d'informatique, entre autres, qui traitent de ces questions. Voilà des ressources que vous pouvez utiliser, mais je sais qu'il y a toujours cette idée de savoir ce que c'est que l'IA, avoir une transparence, que les cliniciens sachent comment est-ce que l'IA prend cette décision que mon patient est à risque. Donc, il y a cette idée de transparence dans la perspective du clinicien, pas celui de l'ingénieur. Et donc, les cliniciens doivent être formés aussi. Et pour revenir au principe de l'infirmerie, la justice, l'équité, l'éthique, tout cela qui s'applique. Et donc, comment est-ce que l'on va appliquer tous ces principes dans une époque de l'IA, donc pour permettre à nos nouveaux cliniciens de l'adopter. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que on voit ça beaucoup de discussions à savoir si l'IA va profondément perturber notre profession. Je crois que la réponse est oui, au bout du compte. Et nous avons passé pas mal de temps avec les juges de notre pays pour parler des implications de l'IA. Alors, il est important tout d'abord qu'on démonte deux mythes dès le début, à part la question de la définition qui est déjà compliquée. Il y a ce mythe de la perfection, comme c'est un système informatique, il est parfait, non. Et puis, le mythe de la neutralité. Comme ce n'est pas un être humain, il n'a pas de préjugés. En fait, il y en a. Donc, à partir de là, il s'agit pour nous d'appliquer une réflexion critique. Donc, je ne pense pas que notre avenir sera plus empreint de paresse de notre part. Il requerra en fait plus de réflexion critique et une meilleure compréhension de savoir comment, d'où vient l'information, comment l'évaluer et quoi en faire. Et la question n'est pas est-ce qu'on va adopter l'IA, est-ce qu'on ne va pas adopter l'IA. On va utiliser cette technologie. Est-ce que vous allez utiliser Internet? Oui. Alors, la question est de savoir comment. Donc, moi, ce que je défends, c'est qu'il faut aller au-delà de la question de si on va utiliser l'IA et avoir un débat plus mûr pour savoir comment l'utiliser efficacement et comment l'intégrer dans nos professions et dans notre méthodologie. Laurie, vous avez très bien parlé de la méthodologie, des principes fondamentaux de la profession d'infirmier. Et moi, j'ai parlé également il y a quelque temps avec des gens d'autres secteurs où l'on parlait de cybersécurité, de l'adaptation des hôpitaux, par exemple, et des autorités de santé et de continuer de poser des questions. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, on a eu peur au début, on a été surpris, et maintenant on se dit, j'ai besoin d'une liste de contrôle pour améliorer telle ou telle chose. Je ne veux pas avoir une conversation en cloison avec un juriste ou avec quelqu'un chargé de la confidentialité. Il faut intégrer tout le monde. Et ce qui aurait dû être le cas dès le début. Donc, on peut certainement augmenter nos processus et intervenir nous-mêmes
Est-ce que c'est optimiste? Passons à une autre question. Je fais partie d'un groupe d'innovation en santé et un de notre mandats est d'aider le Canada à devenir un leader mondial dans l'élaboration de la technologie de l'IA dans le secteur des soins de santé. Et j'ai participé à un groupe de réflexion et on m'a demandé de conceptualiser. Nous avons rencontré un certain nombre de développeurs biomédicaux qui voulaient développer de meilleures technologies de l'IA pour avoir de meilleurs diagnostics, de meilleurs appareils portables. Et nous avons des idées, et nous avons une très bonne technologie, mais on ne sait pas comment va fonctionner le flux de travail. Donc, nous, on ne veut pas aller frapper aux portes des médecins. Ils sont occupés à voir les patients. Donc, il s'agirait de voir, est-ce qu'il y a une manière, dans une conférence comme celle-ci, ou une conférence médicale sur la neurologie ou la cardiologie, où on pourrait avoir une sorte de séance du style dans l'œil du dragon, où les gens apporteraient des idées, présenteraient des idées, et les médecins ou d'autres pourraient dire c'est une très bonne idée ou non, ou les gens pourraient faire évaluer une idée dans le domaine médical, que ce soit une validation plus précise ou une évaluation plus précise. L'interprète précise qu'il fait de son mieux, mais apparemment, l'oratrice parle assez loin du micro. Et donc, effectivement, c'est quelque chose à laquelle on peut réfléchir. Un groupe assez large. Je vous encourage à parler à Jeremy Patch parce que c'est ce qu'il fait à bien des égards. Il y a des forums comme cela. C'est fascinant parce que je travaille à l'Université de Toronto au laboratoire de conception créative et il y a eu ces entreprises en démarrage qui m'ont proposé des idées et moi j'étais je faisais partie d'un panel avec des entrepreneurs et donc je posais des questions. Quel est votre niveau de risque ou sur votre plan? Et en fait, et quelle est la possibilité de mettre à l'échelle? En fait, les perspectives étaient très intéressantes parce que eux ne pensaient pas comme je pensais et vice-versa. Et donc, ce serait très bien de pouvoir se réunir. Et quand on parle d'excellence dans l'innovation canadienne, ça serait bien d'avoir toutes ces perspectives qui soient rassemblées parce que je crois que c'est ce qui serait très utile. Je m'appelle Jana et je suis d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, et je suis patiente partenaire. Mon université a interdit l'utilisation de l'IA. Donc, si les étudiants n'apprennent pas à utiliser l'IA dans beaucoup d'établissements, comment est-ce qu'on peut s'attendre qu'ils l'utilisent dans leur carrière si on ne leur apprend pas comment l'utiliser à l'école? Parce que mon université était trop effrayée et donc a décidé de l'interdire et donc on ne peut pas apprendre comment l'utiliser correctement. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, pour surmonter ces obstacles? Parce que je vais à une grande université et il y a beaucoup d'autres universités où je vis en Nouvelle-Écosse qui prévoient de faire la même chose. Donc, comment est-ce que l'on peut surmonter cet obstacle, que les étudiants soient informés et sachent comment utiliser l'IA, même si les universités l'interdisent? Eh bien, c'est un problème très intéressant. Est-ce que c'est des outils spécifiques comme ChatGPT? Toute intelligence artificielle. Ils ne veulent pas qu'on utilise ChatGPT pour des raisons évidentes, comme par exemple le plagiat pour nos travaux, mais on a dû tous signer un contrat au début de l'année universitaire pour accepter qu'on serait expulsé si on utilisait l'IA. Bon, ça me semble quelque chose d'assez drastique quand même. Je crois que les étudiants vont utiliser ces technologies de toute façon. Et peut-être
que cette interdiction n'aura pas un impact énorme. Mais je n'avais pas entendu cela. Eh bien, j'enseigne sur la réglementation en matière d'IA et si j'interdisais à mes étudiants de ne pas utiliser l'IA, ça serait quand même étrange. Donc, ce que j'ai dit à mes étudiants à l'Université de Toronto, c'est que on va se centrer sur la présentation. Je veux entendre comment vous réfléchissez. Je ne veux pas voir comment vous écrivez. Bon, de toute façon, c'est un cours de 6 semaines. Je veux voir comment vous pouvez être des gens qui ont une réflexion critique. C'est ça. Et puis, je peux vous dire que j'ai un client en particulier qui est dans l'industrie technologique et qui nous a dit, notre maison mère nous a dit qu'on ne pouvait pas utiliser l'IA. Est-ce que vous pouvez élaborer une politique qui interdit l'IA? Et j'ai pensé, ça pourrait prendre 30 secondes, mais je leur ai pas dit ça. Je leur ai dit non. Ce que je vais faire, je vais vous donner une politique qui interdit l'IA, mais qui ouvre la porte pour que de bonnes idées viennent à un comité de l'IA qui réfléchirait à cette idée et la présenterait à la maison mère. Parce qu'il ne s'agit pas de fermer la porte maintenant. Oui, c'est une approche qui a évolué. On a posé cette question à d'autres organisations de santé, en particulier les plus matures. Oui, l'IA est une menace. On veut protéger la propriété intellectuelle, les informations d'ordre personnel, les renseignements à caractère personnel. Donc, comment est-ce que l'on peut utiliser ces outils de manière appropriée? On voit de grandes entreprises qui réfléchissent à l'utilisation de l'outil, donc la capacité d'apprendre et de polliniser ses connaissances, ses apprentissages, créer son propre mini chat GPT. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être quelque chose qui devienne acceptable et accessible. Voilà, pour répondre à la question de la préoccupation. On est préoccupé par le plagiat, par la protection de la propriété intellectuelle, des mauvaises données qui influent sur ce que vous voulez accomplir. Donc, je crois qu'on commence à être plus intelligent sur les risques. C'est pas l'IA en tant que telle. Ce sont des aspects spécifiques et des risques qui sont liés à l'IA. Donc, comment est-ce que l'on peut intégrer les contrôles pour avoir un environnement sécuritaire? Et pour revenir à ce que vous avez dit, moi, j'aimerais pouvoir dire, je mets mon chapeau de personne chargée de la sécurité et je mets ma tête sous le bureau et je dis non, pas d'IA. Mais le monde n'est pas comme ça. Et donc, comment est-ce que l'on peut avoir un espace sécuritaire de réflexion pour voir comment on utilise les bonnes séries de données, les bonnes utilisations de cas, en quelque sorte. Et ça, à mon avis, c'est ça qui va être la chose magique. Comment est-ce que l'on a vraiment une réflexion sans être pour autant pétrifié par le risque et éviter les frictions additionnelles. Par exemple, créer des flux de travail qui sont pauvres, qui diminuent l'expérience du clinicien plutôt que de l'améliorer. Je crois qu'on est à une bonne époque. Je veux revenir sur ce dernier point parce que la question que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Je pose beaucoup cette question. Et dans le cas de votre université, ce qui devrait les préoccuper, c'est pas l'outil, c'est plutôt le fait que vous appreniez, que vous soyez quelqu'un qui a une réflexion critique et qui voulait travailler pour apporter un changement positif. C'est pas l'outil qui va vous nécessairement donc, vous pouvez dire à l'université, vous voulez qu'on soit des penseurs critiques, mais il faut aussi que l'on puisse utiliser la technologie, déconstruire pour y réfléchir. Oui, en tout cas, c'est une période très intéressante parce que c'est très nouveau. En fait, quand l'Internet était nouveau, quand je suis né, ma mère me dit, tout le monde avait peur de l'Internet et maintenant tout le monde l'utilise, c'est tout à fait normal. Et je suppose que c'est la même chose avec l'IA. Les gens sont terrifiés, mais les gens vont s'adapter. Alors, si on continue ce panel, je vais me sentir vraiment très vieille parce que vous venez de dire quelque chose qui me fait sentir comme très vieille, la plus vieille du monde. Et je pense que progressivement, on s'aventure dans ce domaine-là, dans cette idée-là. Alors, il faut que je m'en remette. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Oh, on a le temps de prendre une dernière question et personne ne m'empêche de la faire poser.
Alex à Equinox, mon fils au collège, ce qu'il voulait, c'était interdire les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables. Alors, je comprends ce que vous dites à l'université. Et il y a le Dr. Wong, chef scientifique au University Health Network, qui dit qu'ils utilisent l'IA pour que leurs étudiants comprennent comment utiliser et l'exploiter. Donc, quand vous revenez, pour revenir à ce que vous avez dit, que les infirmières ont des notes manuscrites sur papier, il s'agit de voir comment on va changer les flux de travail. Est-ce que vous avez travaillé ou est-ce qu'il y aurait un forum pour avoir un cadre d'évaluation pour systématiser ce travail? Parce qu'il y a beaucoup de décideurs politiques qui ne comprennent pas la différence entre les différents types d'IA, l'IA générative, et quels sont les outils qui peuvent s'appliquer à tel usage. Donc, j'aimerais savoir où est-ce que vous voyez, où est-ce que vous pensez que ce type d'évaluation pourrait se faire? Je suis vraiment contente qu'on termine sur cette question, car ça nous permet de boucler la boucle. Vous avez parlé de Hamilton, un programme émergent dont on peut tous apprendre. On a parlé de la possibilité de mettre à l'essai des produits. Alors, on est arrivé à un stade où on doit choisir ces technologies et avancer de manière réfléchie, qu'il s'agisse d'une nouvelle trousse d'outils ou d'un guide de l'usager. Ça pourrait être un guide de l'usager clinicien. Il y a d'autres instances qui tâchent de comprendre des algorithmes à une échelle nationale, plutôt que de le faire institution, établissement par établissement. Alors, je pense que c'est un excellent moyen de conclure. Notre objectif aujourd'hui, c'est de cerner ces possibilités, de demander à ce que ces connexions améliorent la situation des patients. Alors, quelques ultimes remarques. Passe de gauche à droite, peut-être, ou de droite à gauche? Ensuite, je vous remercierai. Eh bien, merci. J'y pense même la nuit. Pour nous, dans les autorités sanitaires, on se pose la question, est-ce qu'on a l'équipe nécessaire pour répondre à ces questions? Protection des renseignements personnels, aspect juridique, informatique, clinicien, gestion de l'information, gestion de la technologie. Il s'agit pour nous de réfléchir à la constitution de ces équipes. On cherche une orientation nationale, fédérale, même pour les marchés publics, même pour les achats, les grands achats. Vous savez, je me dis souvent que c'est comme si on était en voiture, qu'on ne sait pas encore se servir de la ceinture ni des phares. Alors, nous en sommes au tout début de la constitution de ces équipes. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse, mais je suis encouragée par cette conversation provinciale et pan-canadienne. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Une chose qu'on constate pour le moment, c'est dans l'espace de l'approvisionnement des marchés publics. Quels sont les éléments à inclure dans les contrats? Quelles sont les questions à poser? Ça, c'est à l'ordre du jour. L'évaluation, c'est également très à la mode. Quand je pense à l'évaluation dans mon monde, là où il y a le plus d'évolution, c'est qui peut évaluer la rigueur technique de ces systèmes, qui comprend les données. Il vous faut un certain niveau d'expertise, évidemment, et cette expertise n'est pas très démocratisée, c'est-à-dire qu'elle est dans des petites poches à gauche et à droite. Alors, il nous faut des experts qui puissent évaluer des systèmes très complexes, pas l'IA de tous les jours, mais vraiment l'IA adaptée à nos systèmes. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf pour dire que la cadence de l'innovation est si effrénée que, pour rebondir sur ce que disait Carole, il faut évaluer ces technologies
avec un niveau d'expertise suffisant. Vous savez, moi, j'essaie d'être un expert, mais tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle amélioration qui repousse les frontières de l'innovation. Alors, je pense que il faudra du temps avant qu'on ait un cadre d'évaluation qui puisse être appliqué partout, à vaste échelle. Alors, on y pense tous, l'évaluation, mais personne n'a de solution toute faite à proposer. C'est tout? Oui, c'est tout. Excellent travail à tous et toutes. Merci.